Imaginez le Far West un instant, et vous pouvez probablement déjà le voir. Deux hommes face à face dans une rue poussiéreuse d'une ville frontière. En plein midi, les mains planant au-dessus de leurs étuis, toute la ville retenant son souffle derrière des volets fermés. C'est l'une des images les plus familières de toute la narration américaine. Mais voici la partie étrange. Presque rien de tout cela ne s'est passé comme les films le montrent. Une grande partie de ce que nous appelons aujourd'hui le Way de West n'a pas été écrite à la frontière du tout, mais sur un plateau de Hollywood, des décennies après la fin du dernier convoi de bétail. Alors aujourd'hui, remontons le fil de 7 soi-disant faits sur l'Ouest que le cinéma a tranquillement inventés. Rien de tout cela n'a pour but de gâcher le plaisir d'un bon western. La légende est belle, et elle a sa propre forme de vérité. Mais la vraie frontière était plus calme, plus étrange, et bien plus intéressante que la version dont nous avons hérité. Les gens étaient plus variés, les villes plus ordonnées, et les moments qui ont rendu tout cela célèbre étaient souvent les rares exceptions plutôt que la règle quotidienne. Il est utile de savoir d'où vient la légende, car elle n'a pas commencé dans les studios de cinéma. Elle a commencé alors que la frontière était encore ouverte, dans les petits romans à 10 ans des années 1870 et 80, imprimés par centaines de milliers, qui ont transformé de vrais vagabonds et hommes de loi en héros de papier. Puis est venu le spectacle itinérant du Buffalo Bill's Wide West Show, avec ses chasses aux bisons mises en scène et ses fausses attaques, jouées devant des foules enthousiastes dans les villes de l'Est et à travers l'Europe. Au moment où Hollywood est arrivé avec une caméra, l'Ouest avait déjà été réécrit 2 fois. Les films ont simplement hérité d'un mythe vieux de plusieurs décennies et lui ont donné un air de réalité. Alors commençons doucement avec quelque chose que vous avez vu sur la tête de chaque cow-boy de cinéma qui ait jamais traversé un écran. Numéro 7. Le chapeau. Quand vous imaginez un cow-boy, vous imaginez presque certainement le chapeau en premier. Une calotte haute, un pli profond au milieu, un large bord élégant. Le genre de chapeau que John Wayne portait à travers une centaine de déserts, et la plupart d'entre nous l'ont entendu appeler un chapeau 10 gallons, comme si on pouvait y abreuver son cheval. Ces deux idées s'avèrent être en grande partie du design de costumes hollywoodien. La compagnie Stetson a bien fabriqué un véritable chapeau de frontière, vendu pour la première fois dans les années 1860. Il s'appelait le Boss of the Plains, et si vous regardez les premières photographies, il est presque sobre au point d'être ennuyeux. Une calotte arrondie modeste, un bord plat et droit, aucun pli profond, pratique, bon marché et oubliable. La silhouette sculptée et imposante que nous imaginons aujourd'hui a été façonnée et dramatisée par l'industrie du cinéma et le circuit des rodéos bien après que les vrais cow-boys aient disparu. Et le nom est encore plus étrange. Les 10 gallons n'ont presque certainement rien à voir avec l'eau. L'origine la plus probable remonte à l'espagnol. Le chapeau d'un vaquero orné d'une tresse décorative était décrit en utilisant un mot signifiant un gallon ou une longueur de tresse. Quelque part dans le passage de l'espagnol à l'anglais, gallon a dérivé vers gallone, et un chapeau avec de la jolie garniture est devenu un chapeau censé pouvoir contenir 10 gallons de liquide. Une erreur de traduction est devenue une unité de mesure. Il est bon de se rappeler que les couvre-chefs à la frontière étaient pratiques avant d'être iconiques. Un vaquero au travail portait souvent un large sombrero plat pour se protéger du soleil pendant une longue journée en selle. Les fermiers et les ouvriers portaient des bonnets de laine souple et des chapeaux de feutre informe. Les soldats portaient leur képi réglementaire. Ce qu'un homme mettait sur sa tête en disait généralement plus sur son métier et son budget que sur une quelconque mode de cow-boy. La calotte haute, sculptée, au pli profond, que nous traitons désormais comme le chapeau de l'Ouest par excellence, n'a cessé de grandir au fil des décennies sur les terrains de rodéo et les plateaux de cinéma, où une silhouette dramatique était bien plus lisible pour un spectateur au dernier rang qu'un simple bonnet arrondi. Voici ce que les vraies photographies de la frontière montrent réellement. Un nombre considérable d'hommes de l'Ouest portaient des chapeaux melons. Le petit chapeau rond et dur que vous associez aux gentilshommes anglais et aux vieux employés de banque. Butch Cassidy et sa bande, le Y de Bonche, ont posé pour un célèbre portrait officiel à Fort Worth vers 1900.
Et sur cette photographie, un gang des hors-la-loi les plus recherchés du pays est habillé en costumes élégants et chapeaux melons impeccables, ressemblant pour tout au monde à un groupe de comptables. L'homme de loi Bat Master Rosson a porté un melon pendant des années. Le chapeau melon était populaire précisément parce qu'il tenait sur la tête dans le vent et ne vous désignait pas comme une cible. Ainsi, l'objet le plus reconnaissable de chaque western, le chapeau de cow-boy lui-même, est en partie un costume conçu pour la caméra. C'est un petit détail, mais une fois que vous le remarquez, vous commencez à vous demander ce que la caméra a changé d'autre. Et le suivant concerne une scène que vous avez regardée une centaine de fois sans jamais la remettre en question. Numéro 6. Le braquage de banque. Dans les films, braquer une banque dans le vieil Ouest est presque une corvée hebdomadaire. Quelques cavaliers débarquent au galop en ville, s'arrêtent devant la banque, agitent leurs revolvers, remplissent les sacoches de billets et s'enfuient au galop dans les collines pendant que le shérif tire inutilement derrière eux. On dirait le bruit de fond naturel de la vie à la frontière. Les hors-la-loi braquent des banques. C'est simplement ce qu'ils font. Sauf que les archives racontent une histoire très différente. Quand les historiens ont vraiment fouillé dans les journaux de la frontière, les dossiers judiciaires et les archives municipales couvrant les décennies classiques du Far West, ils ont trouvé quelque chose que presque personne n'attendait. Les véritables braquages de banques étaient remarquablement rares. Selon certains décomptes minutieux, on peut compter moins d'une douzaine de vrais braquages de banques à la frontière dans l'ensemble des États frontaliers sur environ 40 ans. Pas une douzaine par an, une douzaine au total, ou à peu près. Le pilier de 1000 films s'est à peine produit, et quand on pense à la façon dont ces vieilles banques étaient réellement construites, la raison devient évidente. Une banque de la frontière était généralement un solide bâtiment en briques situé à l'angle le plus passant de la rue principale, souvent avec une seule porte et de lourds volets. La ville vivait et travaillait tout autour en plein jour. Il n'y avait pas d'autoroute rapide pour quitter la ville. Seulement la campagne ouverte où tout le monde connaissait tout le monde et un étranger sur un cheval rapide était repéré immédiatement. Braquez la banque et vous deviez fuir à travers des voisins armés, qui connaissaient le terrain bien mieux que vous et qui prenaient le vol personnellement. Le gang James Younger l'a appris à ses dépens. En 1876, ils sont entrés à cheval dans Northfield, Minnesota, pour braquer la First National Bank, s'attendant à un coup facile. Au lieu de cela, les habitants de la ville ont attrapé leurs propres fusils et fusils de chasse et ont ouvert le feu depuis les devantures des magasins et les fenêtres des étages. En quelques minutes, le raid s'est effondré en un désastre sanglant dans la rue. Plusieurs membres du gang ont été tués ou blessés, les frères Younger ont été capturés, et le groupe qui avait terrorisé la région pendant des années a été effectivement anéanti en un seul après-midi par de simples commerçants. Les attaques de train étaient un peu plus fréquentes puisqu'un train pouvait être arrêté loin sur un tronçon de voie déserte où aucun habitant ne pouvait intervenir. Mais même celle-ci n'était en rien un événement hebdomadaire, et elle comportait un risque énorme. La vérité, c'est que la réalité quotidienne de la criminalité à la frontière était bien plus modeste et bien plus ennuyeuse que la légende. C'était surtout du vol de bétail, du vol de chevaux, des bagarres mineures et des disputes qui tournaient mal entre des hommes qui se connaissaient déjà. Un cheval volé ou quelques bêtes marquées déplacées discrètement au-delà de la limite d'un comté, voilà le gagne-pain ordinaire du hors-la-loi de l'Ouest, pas un coffre-fort plein d'or. Alors, le braquage de banque désinvolte du cinéma, celui qui a lieu avant le petit déjeuner, est en grande partie une invention. Les vrais hors-la-loi évitaient généralement les banques parce que les banques étaient dangereuses, difficiles et entourées de gens qui ripostaient. Et en parlant de dangers que les films ont inversés, le mythe suivant est l'une des images les plus répétées de tout le genre, et il s'avère que la vraie menace était quelque chose à quoi on ne s'attendrait jamais. Numéro 5. Le convoi de chariots attaqué. Vous connaissez la scène. Un cercle de chariots bâchés dans les plaines ouvertes, des familles accroupies derrière les roues, rechargeant de leurs mains tremblantes, tandis que des cavaliers les encerclent dans une boucle qui se resserre de poussière et de coups de feu. Former le cercle avec les chariots est devenu une expression que nous utilisons pour tout groupe qui se prépare à une attaque. Et pendant des générations, elle a résumé toute l'expérience de la traversée de l'Ouest américain.
Des pionniers courageux, un danger sans fin, des attaques constantes. La réalité des pistes était bien moins dramatique et d'une certaine manière bien plus triste. La grande majorité des gens qui sont morts sur des routes comme la piste de l'Oregon n'ont été tués par personne. Ils ont été tués par la maladie. Le choléra se propageait à travers les campements et les points d'eau et pouvait emporter un adulte en bonne santé des premiers symptômes à une tombe peu profonde au bord de la piste en une seule journée. Les historiens estiment qu'environ un émigrant sur 10 mourait en chemin, et la part écrasante de ces décès était due à la maladie, aux accidents, aux noyades lors de traversées de rivières en crue et aux dangers simples et usants du voyage. Un enfant glissant sous la roue d'un chariot, un coup de feu accidentel en chargeant un fusil. Ces catastrophes silencieuses ont tué bien plus de gens que n'importe quel raid. L'ampleur de tout cela rend la perte encore plus accablante. Au milieu du siècle, plusieurs centaines de milliers de personnes ont fait la longue traversée vers l'ouest le long des grandes routes continentales. Leurs chariots bâchés s'étiraient en longues files lentes à travers les prairies et la piste gardait un compte courant de ceux qui n'avaient pas survécu. Les journaux des émigrants décrivent des tombes fraîches croisées presque chaque jour, parfois des dizaines sur un seul tronçon. Beaucoup d'entre elles celles d'enfants, la plupart morts de maladie plutôt que d'une quelconque attaque. Certains voyageurs écrivaient qu'ils comptaient les nouvelles pierres tombales au bord de la route comme on compterait des bornes kilométriques. Voilà le vrai danger auquel les pionniers faisaient face. Pas un groupe de guerriers sur la crête, mais un point d'eau contaminé et une fièvre qui se répandait dans le campement pendant la nuit. Quant aux tribus autochtones que les films ont dépeintes comme des attaquants incessants, le tableau documenté est presque l'opposé de la légende. Le long des pistes principales, les contacts entre émigrants et peuples autochtones relevaient bien plus souvent du commerce que de la guerre. Les tribus vendaient de la nourriture, des chevaux et des informations. Elles guidaient les chariots à travers les rivières et indiquaient le chemin vers l'herbe et l'eau, moyennant paiement. Quand des chercheurs rigoureux ont examiné les journaux de piste et les archives conservées, ils ont constaté que le nombre d'émigrants tués par les Amérindiens était étonnamment faible comparé aux mythes et que les émigrants avaient tué un nombre comparable d'Autochtones en retour. La piste était un lieu d'échange nerveux, inégal, mais en grande partie pacifique, pas une bataille permanente. Et la fameuse image du cercle de chariots formé pour la défense. Cette chorégraphie doit bien plus aux spectacles itinérants du Far West et plus tard au studio de cinéma qu'à la véritable piste. Les chariots étaient souvent disposés en cercle la nuit, mais généralement comme un simple corral pour empêcher le bétail de s'égarer, pas comme un fort contre une charge de cavalerie qui avait très peu de chances de survenir. Si vous trouvez tout cela intéressant jusqu'ici, pensez à vous abonner. Cette chaîne explore l'écart entre les histoires dont nous héritons et l'histoire qui se cache en dessous, et il y a toujours plus à découvrir. Maintenant, continuons, car le point suivant change le visage du cow-boy lui-même. Numéro 4. Le cow-boy entièrement américain et entièrement blanc. Hollywood nous a donné un cow-boy très précis. Rude, laconique, et presque toujours un homme blanc d'ascendance européenne, chevauchant seul à travers la mesa. Cette image est si complète qu'elle peut sembler être la définition même du mot, mais elle omet d'où venait véritablement le cow-boy, et qui étaient vraiment les cow-boys. Commençons par les racines de toute la tradition. L'art de l'élevage du bétail dans l'Ouest américain a été hérité presque intégralement du vaquero mexicain. La selle, le lasso, les éperons, le rassemblement du bétail, les jambières, et même une grande partie du vocabulaire. Le mot « bœuf-quérou » n'est qu'une déformation anglaise de vaquero. Le lariat vient de la reata. Quand un cow-boy anglophone attrapait un bouvillon au lasso, il pratiquait un art mexicain avec des mots espagnols empruntés. Le cow-boy n'était pas du tout une invention purement anglo-américaine. Il était un descendant culturel de cavaliers qui travaillait avec ses troupeaux depuis des générations avant que l'ouest du cinéma n'existe. Et lors des grandes transhumances, les hommes en selle étaient bien plus variés que l'écran ne l'a jamais admis. Selon les estimations de nombreux historiens, jusqu'à un cow-boy sur 4 en activité était noir, un grand nombre étaient mexicains et beaucoup étaient amérindiens. Le travail poussiéreux et dangereux de conduire les longues cornes vers le nord attirait des hommes qui n'avaient souvent que peu d'autres options. Et la piste était, à sa manière rude, plus diverse
que la plupart de la société américaine de l'époque. Une partie de la raison tient au moment historique où les grandes transhumances ont explosé. Elles ont décollé dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre civile, quand le pays était plein d'hommes sans terre, sans argent et avec peu de perspectives, y compris beaucoup d'hommes nouvellement libérés de l'esclavage. Sur la piste, le travail était brutal et solitaire, mais la paie pour une journée en selle était souvent à peu près égale, quelle que soit la couleur de peau d'un homme, simplement parce que le travail était trop dur et qu'il manquait trop de bras pour qu'un groupe se montre difficile. Pour un homme noir à cette époque, cette égalité rude était suffisamment rare pour valoir le danger. La frontière du bétail n'était pas un paradis, mais elle offrait un type de travail et de salaire que le reste du pays refusait catégoriquement de donner. Certains de ces cow-boys étaient véritablement célèbres en leur temps. Nat Love, un homme autrefois réduit en esclavage, est devenu un cow-boy et un lanceur de l'assaut célébré qui a écrit des mémoires pleines de panache sous le nom de Dédou de Dick. Bill Pickett, un cow-boy noir d'ascendance autochtone et africaine, a essentiellement inventé la technique de rodéo du bulldogging et l'a exécutée devant d'immenses foules. Et dans le territoire indien, un adjoint noir du maréchal des États-Unis nommé Bass Reeves a ramené des milliers de fugitifs au cours d'une longue carrière et est devenu l'un des hommes de loi les plus efficaces que la frontière ait jamais connus. Un homme comme lui devrait être un nom connu de tous, le modèle évident d'une centaine de westerns héroïques. Au lieu de cela, pendant la majeure partie d'un siècle, le cinéma a simplement laissé des hommes comme lui hors du cadre. Ainsi, le cow-boy blanc et solitaire n'est pas exactement un mensonge de tels hommes. Existait certainement, mais il a été découpé dans une foule bien plus large et bien plus humaine. Et cette habitude de ranger l'Ouest s'étendait aux villes elles-mêmes, ce qui nous amène à un mythe sur l'anarchie qui inverse la vérité presque parfaitement. Numéro 3. La ville sans loi où tout est permis. La ville frontière des films est un endroit sans règles. Tout le monde porte un pistolet à la hanche, les salons explosent en bagarres et en fusillades chaque soir, et la seule loi, c'est celui qui dégaine le plus vite. Dodge City, Tombstone, Dédou. Les noms mêmes en sont venus à signifier le chaos. Mais si vous étiez réellement descendu de la diligence dans une de ces villes, l'une des premières choses que vous auriez pu rencontrer aurait été un panneau vous demandant de remettre vos armes. Beaucoup des célèbres villes du bétail avaient des ordonnances strictes sur les armes à feu. Dodge City, la soi-disant capitale de la violence à la frontière, exigeait des visiteurs qu'ils déposent leurs armes en arrivant en ville, les laissant chez le shérif ou dans un hôtel ou une écurie, pour les récupérer en repartant. Il y avait un panneau en bois affiché clairement à cet effet. Tombstone avait une loi municipale interdisant complètement le port d'armes à feu dans les limites de la ville. Ces endroits avaient compris par expérience amère qu'une rue pleine de cow-boys armés et ivres était une recette pour des funérailles, et ils désarmaient donc les gens dès leur arrivée. À certains égards, le contrôle des armes dans les anciennes villes du bétail était plus strict que dans beaucoup de villes américaines aujourd'hui, et le bilan de morts que promet la légende n'apparaît tout simplement pas dans les archives. Quand on examine le nombre réel de meurtres dans les plus sauvages de ces villes pendant leurs années les plus agitées, les totaux sont étonnamment bas. On parle souvent d'une petite poignée d'homicides par an dans une ville donnée, pas du bain de sang nocturne que suggèrent les films. C'étaient des endroits rudes, certainement, pleins de jeux d'argent, d'alcool et d'hommes endurcis, mais ils étaient aussi pleins de familles ordinaires, de commerces, d'églises et de fonctionnaires locaux qui voulaient l'ordre parce que l'ordre était bon pour le commerce. Même la fusillade la plus célèbre de toute l'histoire de l'Ouest s'inscrit dans ce schéma une fois qu'on la comprend. La fusillade près du Hockey Corral à Tombstone en 1881 n'était pas une éruption aléatoire de folie frontalière. En son cœur, c'était un conflit portant exactement sur cette question. Les Earp essayaient de faire respecter la loi d'interdiction du port d'armes de la ville contre les Clantons et les McLaury qui refusaient de rendre leurs armes. La fusillade la plus légendaire d'Amérique est née, en partie, d'une dispute sur le contrôle des armes. C'est presque l'opposé du chaos sans loi que nous imaginons, et cela pointe directement vers le mythe suivant, qui se situe au cœur même de la légende du pistolero. Numéro 2. Le tireur solitaire et mortel.
Le pistolero est le cœur battant du western. L'homme silencieux avec la crosse entaillée et la réputation redoutable qui a tué plus d'hommes qu'il ne peut en compter et qui peut nettoyer une ville entière à lui seul. Billy the Kid en est l'exemple parfait. La légende dit qu'il a tué 21 hommes, un pour chaque année de sa courte vie. Ce chiffre a été répété tellement de fois qu'il donne l'impression d'un fait établi. C'est presque certainement une fiction. Le chiffre de 21 vient de romans à 10 sensationnalistes et de journaux qui inventaient un héros populaire américain en temps réel, souvent avant même que le jeune homme ne soit mort. Quand les historiens essaient de cerner les meurtres qui peuvent réellement être attribués à Billy the Kid, le décompte honnête est bien plus petit. Il a probablement tué environ 4 hommes seuls et participé à la mort de peu, être 4 ou 5 autres lors de fusillades de groupe. Un jeune homme dangereux, certainement, mais une fraction du mythe, et bien loin d'un décompte ambulant de 21 corps. La même inflation a traversé toute la légende du pistolero. La réputation était une monnaie à la frontière, et un homme au nom redoutable était un homme que les autres laissaient tranquille, alors les chiffres grossissaient à chaque récit. Les hors-la-loi revendiquaient des meurtres qu'ils n'avaient jamais commis. Les journaux imprimaient volontiers les exagérations parce que les lecteurs les adoraient. La légende se nourrissait d'elle-même. Même les petits détails que nous tenons pour acquis s'avèrent être des inventions. L'idée d'un tireur gravant une entaille dans la crosse de son pistolet pour chaque homme tué, tenant un sinistre décompte sur le bois, est en grande partie une fantaisie de roman plutôt qu'une habitude documentée de la frontière. Et les hommes qui se vantaient ouvertement étaient souvent les narrateurs les moins fiables de tous. John Wesley Hardin, l'un des noms les plus craints de l'époque, revendiquait un nombre stupéfiant de meurtres dans son propre récit. Un chiffre que les historiens traitent avec un profond scepticisme, parce qu'une réputation dangereuse valait bien plus vivante que n'importe quelle arithmétique honnête. Et voici le détail qui démonte tranquillement toute la fantasmagorie du tireur à l'œil infaillible. La plupart des hommes dans le vieil Ouest ne tiraient pas bien du tout. Les revolvers de l'époque étaient véritablement difficiles à viser, extrêmement imprécis au-delà d'une courte distance et sujets au raté. Combinez un pistolet peu fiable avec un tireur effrayé, possiblement ivre, et vous n'obteniez pas un tir élégant. Vous obteniez le chaos. Les vraies fusillades étaient généralement soudaines, rapprochées et maladroites, terminées en quelques secondes de panique à une distance de quelques mètres seulement. Les hommes vidaient leurs armes et rataient complètement. Les passants étaient touchés aussi souvent que les cibles. Certaines des rencontres les plus meurtrières n'étaient pas du tout des combats loyaux, mais des embuscades, une balle dans le dos, un meurtre avant que l'autre homme ne sache même qu'il y avait une querelle. Ainsi, le tireur calme et létal qui dégaine plus vite que son ennemi dans un duel loyal est en grande partie une histoire que nous nous sommes racontée. La réalité était plus confuse, plus terrifiée et bien moins flatteuse. Ce qui nous amène enfin à l'image la plus iconique que le cinéma nous ait jamais donnée et celle qui a le moins de fondement dans les faits. Numéro 1. Le duel de midi. C'est la scène qui définit tout le genre. 2 hommes à chaque extrémité d'une rue déserte, l'horloge égrenant les secondes vers midi, un long regard silencieux, les doigts frémissant au-dessus des étuis, et puis, dans un geste trop rapide pour être suivi, un homme tombe et l'autre rengaine son arme fumante. Le duel au dégainé rapide dans la rue est le symbole battant du Far West, et c'est très proche d'une pure invention hollywoodienne. Le duel formel face à face au dégainé rapide n'a presque jamais eu lieu. Il n'existait aucun code d'honneur largement accepté qui envoyait 2 hommes se mesurer dans la rue à une heure fixée pendant que la ville regardait. Ce rituel, la marche, le regard, le dégainé a été assemblé et perfectionné par des romanciers, puis par des cinéastes qui ont transformé la réalité confuse de la violence frontalière en quelque chose de propre, de cérémoniel et de palpitant à regarder. Il y a essentiellement un seul événement réel que les gens citent comme l'ancêtre de toute cette idée, et il vaut la peine d'être raconté correctement, car la vérité est tellement plus étrange que la légende. En juillet 1865, sur la place de la ville de Springfield, Missouri, Why de Bill Hickok a fait face à un homme nommé Davis Sturt. Les deux avaient été amis avant de se brouiller, en partie pour une question d'argent, en partie pour une partie de cartes,
Et la querelle avait atteint son paroxysme autour d'une montre à gousset que Teut avait prise à Hickok en gage et qu'il exhibait ensuite en public. Par un soir d'été, les deux hommes se tenaient sur la place ouverte, tournés de côté l'un vers l'autre dans le style ancien du duel, à une distance d'environ 70 mètres. Les deux ont dégainé. Teut a raté. Hickok, appuyant son pistolet sur son autre bras pour le stabiliser, a tiré un seul coup et l'a tué. C'est ce que le vrai Far West offre de plus proche du duel classique. Et remarquez tout ce que les films ont changé. Ce n'était pas à midi pile. Les hommes se tenaient de côté, pas face à face. La distance était énorme, presque la longueur d'un terrain de football, pas les quelques pas intimes des films. Et surtout, c'est devenu une légende, précisément parce que c'était si inhabituel. Les gens ont parlé du duel de Hickok et Teut pendant des décennies, exactement parce qu'un duel public face à face de ce genre ne se produisait presque jamais. L'événement le plus rare de la frontière est devenu, à l'écran, son rituel quotidien par excellence. Plus tard, les films l'ont scellé dans l'imaginaire national. Le film de 1952, Aye Noon, a construit toute sa structure tendue autour d'un homme sortant à la rencontre de ses ennemis dans une rue vide, et d'innombrables westerns avant et après se sont appuyés sur le même dégainé lent et cérémoniel. Génération après génération a absorbé cette image jusqu'à ce qu'elle ressemble à de l'histoire. Mais c'était du théâtre. Un morceau de théâtre beau et inoubliable, inventé pour la caméra puis prêté au passé. Alors, où cela laisse-t-il le Far West? Pas diminué, je pense, mais transformé. La vraie frontière était un lieu de chapeaux melons et de banques en briques, de choléra sur les pistes et de commerce avec les tribus, de vaqueros mexicains et de cow-boys noirs et d'hommes de loi qui confisquaient les armes à l'entrée de la ville. C'était plus calme que la légende, plus peuplé et plus humain. Le mythe, il s'avère, nous en dit moins sur l'Ouest qui a existé que sur le pays qui avait besoin de l'imaginer d'une certaine façon après coup. Un pays de choix clairs, de héros solitaires et de justice au zénith. C'est peut être le fait le plus intéressant de tous. Pas que Hollywood ait mal représenté l'Ouest, mais que nous l'avons voulu mal représenter, et que nous avons assez aimé la version inventée pour nous en souvenir à la place. La rue poussiéreuse à midi n'a jamais vraiment existé, et pourtant, d'une certaine manière, nous pouvons tous encore la voir. Si une version du passé peut sembler aussi vraie tout en étant aussi fausse, il vaut la peine de se demander doucement lesquelles de nos autres certitudes ont été écrites sur un plateau de tournage. Je vous laisse celle-là.